Bienvenue sur le podcast Les métamorphoses écologiques du travail. Je suis Céline Marty, chercheuse en philosophie, et j'ai fait ma thèse sur André Gorz, philosophe et journaliste qui analysait les luttes écologiques et sociales des années 1960, 70 et 80. Maintenant, j'enquête moi aussi sur le terrain des transformations du travail et des moyens pour le rendre soutenable, pour les ressources comme pour les travailleurs et travailleuses. J'invite ici des personnes qui travaillent pour l'écologie ou qui transforment leur travail. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je reçois Guillaume Compin et Quentin Guéquière, deux anciens salariés d'associations environnementales qui nous parlent à la fois de leur expérience de travailleurs dans ce milieu et des transformations écologiques du travail qu'ils anticipent. Bonjour, chère auditorice, bienvenue dans cet épisode des métamorphoses écologiques du travail. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Compin et Quentin Guéquière et je vous remercie tous les deux chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. On est dans le studio de l'Académie du Climat qui est prêté gratuitement à toutes les créatrices de contenu en lien avec les enjeux écologiques. Guillaume, tu as fait une thèse de sociologie du travail à l'Université Paris-Dauphine sur les alternatives démocratiques à l'ubérisation du travail, puis tu as travaillé dans plusieurs ONG environnementales et maintenant tu es à ton compte en tant qu'expert en transition écologique et en justice sociale et tu accompagnes différentes organisations et tu as aussi un podcast qui s'appelle Simplement Bien où tu accueilles aussi des personnes qui transforment la société vers plus de justice sociale et d'écologie. Quentin, tu as aussi été un camarade de Guillaume, tu as été coordinateur de l'affaire du siècle, puis tu as travaillé chez Oxfam, chez Greenpeace, chez HOP, chez Notre Affaire à tous, chez les Amis de la Terre, et tu es spécialiste des enjeux de l'adaptation. Aujourd'hui, tu es cofondateur d'une ONG dédiée à l'adaptation au changement climatique, et tu viens de publier un livre en novembre 2025 aux éditions Rue de l'Échiquier qui s'appelle « S'adapter ou mourir ». Coexister avec le changement climatique. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous voulez déjà compléter ces présentations ? Déjà, merci Céline de nous recevoir. Non, je pense que tu as été très exhaustive, en tout cas pour ma part. Je ne sais pas pour Quentin. Non, merci aussi de nous recevoir. J'ai l'impression du coup qu'on se résume à notre travail. Du coup, j'aime toujours rajouter un truc autour d'autres choses. J'adore la rando. Je vis à Grenoble, je suis un fan de la montagne et ma couleur préférée, c'est le vert. Trop bien. Merci beaucoup pour ça parce que je suis tout à fait d'accord avec ça qu'on se définit autrement aussi que par votre travail. Et aujourd'hui, vous parlez en votre nom propre et non au nom d'une structure. Et aujourd'hui, je vais vous interroger sur deux dimensions de nos réflexions sur les transformations écologiques du travail. D'abord, vous, comment vous étiez et comment vous êtes des travailleurs engagés pour l'écologie. Qu'est-ce que c'est dans son rapport au travail, dans ses conditions de travail, de s'engager pour ces sujets-là. Puis ensuite, vous, en tant qu'expert de l'écologie, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les transformations écologiques du travail, les adaptations possibles, souhaitables. Est-ce que vous constatez déjà dans le secteur. Donc je commence d'abord par vous interroger sur votre rapport au travail. Je pense que Quentin, là, tu as un petit peu dit quelque chose en disant qu'on pouvait se définir aussi autrement que par son travail. Et tu disais dans un podcast que ta mère était très engagée dans différentes associations et que tu avais aussi cette conception de l'engagement par-delà l'emploi. Dans toute ta carrière, tu as d'abord été juriste au service du Premier ministre et puis tu as changé de secteur pour travailler dans différentes organisations engagées. Et Guillaume, toi, tu as fait une thèse en sociologie, donc dans le milieu de la recherche, on a un rapport au travail un peu particulier. On travaille sans compter, on se dit qu'il faut finir la thèse à tout prix, et donc on ne fixe pas forcément de limites. On n'a pas de cadre de travail très strict, on n'a pas de congé qu'on pose réellement. Et donc, je veux vous interroger tous les deux sur votre rapport au travail et avec quelle conception du travail vous êtes arrivés dans vos associations engagées et comment ça a évolué par rapport à maintenant. Je pense que déjà, je vais le dire très clairement, moi, j'aime pas le travail. Je dis ça un peu de manière provoque, mais justement, après, c'est toujours la question de qu'est-ce qui est du travail, quelles sont les limites du travail, et c'est un débat c'est presque sans fin. Mais ce que je veux dire, en tout cas, par j'aime pas le travail, c'est que c'est un peu pour plaisanter, mais c'est pour dire que souvent, dans le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, il y a une injonction souvent assez forte à la productivité, à respecter des règles assez strictes, beaucoup de process, etc. Des genres de choses qui, moi, me parlent pas trop, et en tout cas, pour moi, le travail, je l'ai toujours perçu comme quelque chose qui devait être au maximum aligné
avec mon bien-être le plus possible, et puis aussi qui ait du sens pour moi. Et donc, il se trouve que dans ma propre perception, en tout cas du sens que j'ai envie de donner à mon engagement, à mes activités, le lien avec quelque chose qui est de l'ordre de l'impact positif, enfin, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas quelque chose qui fasse du bien aux autres, à l'environnement, et qui en fait préserve mon propre bien-être aussi, hein, parce que quand on s'engage, il y a peut-être parfois des valeurs morales, des enjeux, je sais pas, d'être solidaire avec les autres, mais il y a aussi le fait que on prend soin de notre propre santé, bien-être. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas, et donc pour moi, le travail, je l'ai toujours perçu comme quelque chose qui devait être le plus aligné possible avec cet engagement-là. Le monde du travail aujourd'hui est essentiellement tourné vers des logiques de productivisme, souvent vers la génération profit pour des entreprises privées qui sont en fait très loin d'assurer des biens et des services essentiels pour nous. Donc des fois, il y a une sorte de déconnexion, je trouve, en tout cas personnellement, je le vis comme ça, dans beaucoup de jobs, entre finalement le sens, l'envie qu'on a envie, qu'on souhaite donner à nos engagements, à nos activités, et puis la réalité, quoi. Ouais, c'est un peu pareil. Moi, j'ai un rapport très enfantin, très juvénile par rapport au travail, dans le sens où je me souviens que quand j'étais petit, je me suis fait la promesse que je travaillerais jamais dans les assurances. Parce que je m'étais dit, les assurances, c'est le pire travail. Genre, les gens sont alignés dans des open space, parce que j'avais une vision très américanisée des open space gigantesques, et de personnes dont je comprenais absolument pas ce qu'elles faisaient. Et le secteur des assurances en faisait partie. Je comprenais pas c'était quoi le système assurantiel et compagnie. Et du coup, j'avais un lien assez fort de j'ai envie que mon travail, je pense, me rende vivant, serve à quelque chose déjà très petit, quoi. Effectivement, tu l'as dit, ma mère a toujours été très engagée dans les associations. Donc, du coup, pour moi, ça a été très logique. Et je pensais, du coup, à l'époque, que c'était le cas pour tout le monde, quoi, que tout le monde avait une activité associative très forte qui animait une énorme partie de sa vie. Et du coup, j'avais plus de mal à identifier le travail comme quelque chose de très présent dans la vie des personnes. Et du coup, c'est un peu animé par ces deux choses un peu parallèles que je suis arrivé dans les métiers que j'ai faits et que ça a été le pas pour moi de passer en ONG. L'élément déclencheur, c'est le Covid, dans le sens où j'étais juriste pour des grosses institutions nationales à l'époque, le cabinet du Premier ministre, puis le ministère de la Justice. Et le Covid frappant, je me suis mis à suivre des MOOC sur les stratégies énergie-climat, etc. Et je me suis rendu compte de l'ampleur du problème, que en fait, nos émissions de gaz à effet de serre, elles n'allaient pas partir comme ça, qu'on condamnait non pas nos petits-enfants ou nos petits-enfants, mais que ça allait affecter des générations, des dizaines de générations dans les prochaines centaines d'années, et que pour conséquent, je ne pouvais pas rester les bras croisés à décider si je voulais devenir magistrat, avocat, politique. Et du coup, c'est un choix ultra personnel que j'ai fait de me dire en fait, il faut que toute ma vie soit consacré à ce défi, quoi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai embrassé une vision beaucoup plus holistique de il faut que mon travail ait un sens et serve une cause plus grande que moi. Mais est-ce que dans ce cas-là, quand on a envie de s'engager autant dans son activité professionnelle, on risque pas de s'engager de façon illimitée aussi et est-ce que c'est pas ça qui nous amène dans des situations où on va s'engager à fond et on risque de se cramer? Est-ce que le fait de choisir de travailler dans un secteur engagé, ça nous rend pas plus vulnérables finalement vis-à-vis des conditions de travail, etc. Parce qu'on va vouloir donner sans compter, s'engager à fond, qu'on va être aussi dans un milieu professionnel avec des gens qui nous ressemblent en termes de valeurs. Il y aura peut-être un flou entre la sphère affective, amicale, amoureuse et la sphère professionnelle. On va aller lutter ensemble dans des occasions précises, on va aller en manif ensemble, etc. Est-ce que tout ça, c'est pas un cadre aussi qui nous amène à nous jeter entièrement dans le travail? Complètement. Enfin, moi, je l'ai clairement vécu comme ça. C'est-à-dire, quand je suis arrivé dans le milieu ONG, comme je le disais, ça s'alignait complètement avec mes valeurs, mes envies. Donc, j'ai fait ma thèse sur des sujets qui étaient, on va dire, du domaine de l'engagement, de la justice sociale, donc t'en parlais en introduction, donc sur les alternatives démocratiques, coopératives à l'ubérisation. Donc, ça avait du sens pour moi. Mais il se trouve qu'au tournant de 2015, la COP 21 et les années qui ont suivi, ma conscience écologique, on va dire, a grandi. Elle était déjà là, mais en fait, progressivement, avec les marches climat, tout ce mouvement en fait de la société qui prenait enfin conscience de l'urgence d'agir, moi, ça m'a énormément parlé, au point que sur la fin de ma thèse, j'étais impatient de passer à la suite pour pouvoir m'engager sur les sujets écologiques. Et donc, j'ai postulé dans des ONG, j'ai été pris, j'ai rejoint du coup une ONG comme chargé de plaidoyer, et en fait,
dès que je suis arrivé, je me sentais tellement aligné et à ma place que alors j'étais euphorique au début, j'étais surinvesti, surexcité. Et c'est pas forcément l'organisation elle-même qui me disait explicitement il faut que tu te donnes à fond. Mais en fait, moi-même, j'avais envie d'y aller. Et je pense que ce sentiment d'urgence faisait que chaque sujet, je me disais, ah non, il faut absolument que je m'en empare, sinon le monde va s'effondrer. Enfin, il y avait vraiment un surinvestissement personnel aussi, plus le fait, tu le mentionnais, que du coup, vu que c'est des sujets qui nous concernent dans toutes les dimensions de notre vie, une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut plus s'empêcher, tu sais, c'est un peu comme dans Matrix, tu as les pilules et une fois que tu prends celle de la lucidité, on va dire, c'est très dur ensuite de pas se rendre compte des problèmes qu'il y a. Et donc, dans mon quotidien, ça m'arrive tout le temps de me dire « Ah mais ça, c'est pas normal cette publicité, ah mais là, il y a tel événement, ils invitent telle personne qui a dit des propos qui sont quand même très gênants, machin. » Et donc, en fait, tu passes ton temps, ne serait-ce que quand tu regardes les infos, à penser boulot. Ah mais là, peut-être qu'on devrait faire ça, peut-être qu'on devrait agir sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est devenu à la fois très intense dans ma vie professionnelle parce que je voulais faire le maximum. Voilà. Et en plus, à côté, ça me quittait jamais, quoi. Surtout quand tu es chargé de plaidoyer, donc c'est un rôle, en fait, c'est un peu lobbyiste pour les gentils, si je peux le résumer comme ça. C'est de l'influence politique, médiatique. Donc en réalité, tout ce que tu entends dans les médias, tu peux toi-même ensuite t'en emparer. Donc en fait, j'avais l'impression de travailler en permanence. Voilà. Donc oui, il y a un surinvestissement qui est total. Et peut-être pour finir, en plus, un sens du devoir moral qui est fort et qu'on retrouve dans une sorte d'éthos, d'atmosphère ambiante dans les ONG où effectivement, tout le monde est au taquet, tout le monde est très investi, et donc ne serait-ce que tu le disais, hein, mais par mimétisme, tu as tendance à dire ah ouais, bah en fait c'est normal d'être surinvesti, et c'est seulement quand en fait moi je l'ai vécu comme ça en tout cas, quand ton corps craque, hein, j'ai fini par faire un burn-out, que là tu dis ah ouais non en fait c'était vraiment trop. Et depuis d'ailleurs j'ai mis pas mal de distance en me disant bah tu ne sauves pas la planète toi-même, tu n'as pas cette responsabilité et de toute façon tu n'as pas ce pouvoir. Complètement. Pareil, je ne suis pas allé jusqu'au boutisme de mon engagement, mais en fait, je pense qu'effectivement, c'est un piège dans lequel on tombe assez souvent de ah bah si j'ai pas l'impression de travailler, du coup je peux faire ça, je peux faire ça et ça peut embrasser toute ma vie. Et en fait, bah non, il y a quand même un épuisement psychologique qui se produit. Et effectivement, tu l'as très bien dit Guillaume, le côté bah c'est partout, tout le temps, en permanence. Du moment où je me lève, j'allume la radio, je suis déjà au travail, jusqu'au moment où je me couche, parce que je lis des essais politiques, concrètement sur comment politiser tel ou tel enjeu. Et à la fin, en fait, bah, on se rend compte que ça devient une vie entière de lutte. Et effectivement, on a l'impression de se sentir presque indispensable. Mais c'est pas de l'orgueil, c'est juste que, en fait, on se dit c'est trop urgent pour que je puisse l'ignorer, quoi. Et c'est comme ça que je me suis engagé directement et que j'ai décidé de faire du militantisme ma vie professionnelle. Et très vite, je me souviens qu'il y avait des conversations de couloir que je voulais éviter, quoi. Autour genre, bah, dès qu'on parlait de politique, on disait genre ah mais attends, Glucksmann là, il pourrait s'allier avec telle ou telle personne et on pourrait gagner. Je me souviens qu'à ce moment-là, je distinguais dans ma tête que ça devenait trop, quoi. Genre que j'étais déjà, genre au fond, j'étais déjà à la frontière de ce que je pouvais donner et que si je m'engageais sur un autre truc, là j'allais basculer. Et que bah, du coup, je me mettais à éviter des conversations, des personnes, même des soirées parfois, parce que je savais que en fait, j'allais encore être confronté à ça et que je n'avais pas envie que ça devienne genre vraiment un ensemble, comme si j'étais devenu prisonnier de mon engagement politique en fait. Oui, merci à tous les deux pour ces témoignages qui sont vraiment très frappants. Est-ce que vous avez vu que ces conditions de travail, elles sont discutées, enfin que ce surengagement, il est collectivement discuté avec vos autres camarades, collègues et toi, par exemple, Guillaume, comment ça s'est passé suite à ton burn-out? En fait, est-ce que tu en as parlé avec d'autres collègues? Est-ce qu'il y a eu un peu un suivi de ça? Est-ce que les ONG se posent la question de leurs conditions de travail, de l'épuisement des équipes, du turnover, des burn-out, etc. Est-ce qu'elles essayent d'y remédier ou bien finalement c'est un phénomène qui leur échappe? Bah, je dirais déjà, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a une prise de conscience, tout ce qu'on appelle le burn-out militant, du surinvestissement des personnes dans les associations, dans les ONG, qui est quand même assez structurel, hein, malheureusement. Donc je pense que le sujet commence à être politisé et que du coup on en parle plus explicitement qu'il y a quelques années en interne. Je pense aussi que en plus, les personnes qui travaillent
en ONG ou en association sur des postes en plus, voilà, plus politiques, etc., vont peut-être aussi avoir des profils de personnes qui se rendent compte des enjeux de pouvoir, de structurels, et donc vont peut-être plus vite prendre conscience aussi de leur auto-aliénation. Et en tout cas, moi, j'ai le sentiment que dans les différentes expériences que j'ai pu avoir, c'était quelque chose dont je discutais, en tout cas beaucoup avec mes homologues. Après, voilà, il y a des directions qui prennent plus ou moins en compte ces thématiques. Je pense que c'est impossible pour des directions d'associations de l'ignorer aujourd'hui. Et dans les expériences que j'ai vécues, c'était quelque chose qui remontait quand même, qui était assez chronique. Donc, c'est discuté, c'est parfois pris en compte. Après, je pense qu'en fait, il y a un problème qui est assez structurel. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il y a deux enjeux pour éviter le surinvestissement des travailleurs et des travailleuses engagés. Il y a des cadres et des règles qui doivent être pensées pour protéger les travailleurs et les travailleuses à l'échelle individuelle, c'est-à-dire dans leur propre périmètre, comment éviter que les horaires soient à rallonge, comment éviter la surcharge de travail. Et ça passe par une discussion sur la répartition du travail et sur la priorisation, donc un bon accompagnement managérial. Et puis, il y a ce qui est de l'ordre de la charge collective. Et ça, je pense que pour le coup, c'était parfois impensé, en tout cas trop, de mon point de vue. C'est le fait que même si on cherche sincèrement à prendre soin autant que possible des personnes pour éviter qu'ils se mettent dans des situations de travail chronique, si collectivement la structure court 15 lièvres à la fois, et ben en fait, on a beau essayer de faire attention que tout le monde se surinvestisse pas, il y a un moment, si on s'est engagé sur 15 sujets, il va bien falloir que quelqu'un les traite. Et donc, les personnes, en plus, qui sont souvent investies d'une volonté de bien faire, vont s'en emparer, vont se dire oui, je sais que tu prends soin de moi et que tu n'as pas envie que je travaille trop, mais là, en fait, j'ai pas le choix si on veut collectivement collectivement atteindre cet objectif. Donc je pense que c'est un... Enfin là, je parle peut-être déjà des solutions que j'ai imaginées, mais il y a vraiment ce truc de dire, OK, il y a une attention de collective, et notamment des directions, de dire, on va prioriser certains sujets, on ne pourra pas de toute façon tout faire. Et en plus, un dernier point, et peut-être qu'on pourrait l'aborder davantage, mais j'ai remarqué dans mes expériences en ONG, qu'il y avait quand même une coopération qui n'était pas parfaite, mais qui existe quand même, entre les ONG, justement, pour un peu se répartir les rôles, parfois en coalition. Et ça, moi, je trouve ça très fertile et très riche. Et justement, ça permet, c'est sûrement une bonne façon aussi de se dire, OK, sur ça, il y a telle organisation qui travaille très bien, ça sert à rien de demander à nos salariés de bosser là-dessus. Et je pense qu'il y a encore des choses à améliorer là-dessus, parce qu'il y a aussi des enjeux, évidemment, de précaré, de visibilité, hein. Il y a aussi une forme de compétition, hein, qu'on le veuille ou non, entre les ONG, qu'il ne faut pas ignorer. Mais voilà, je trouve que globalement, elle est quand même relativement cordiale, même souvent plutôt saine, hein, en réalité, mais que je pense qu'on pourrait investir encore plus ce terrain pour éviter de surcharger telle ou telle organisation. Ouais, trop intéressant. C'est toute la réflexion écologiste du travail sur les nécessités de service, les besoins, la priorité dans les missions. Et c'est de se dire, il faut prioriser et on ne peut pas tout faire, en fait. Le travail aussi est limité, etc. Et toi, Quentin, comment tu l'as vu dans les différentes ONG dans lesquelles tu as travaillé Bah, la prise de conscience, elle est quand même indéniable. Et puis les sujets de l'éco-anxiété, de la solastalgie. Donc, l'éco-anxiété, c'est une angoisse généralisée liée à l'inaction politique vis-à-vis de l'urgence climatique. Et la solastalgie, c'est l'angoisse liée à la perte d'un milieu, d'une personne, etc., liée à l'urgence climatique. Et c'est des thématiques qui ont été très politisées, très médiatisées cette année, et enfin ces dernières années. Donc, du coup, il y a quand même des choses qui commencent à exister. Mais c'est pas forcément lié au travail, parce que en plus parfois on te dit le remède à l'éco-anxiété, c'est d'avoir un boulot qui a du sens, c'est de se jeter dans l'action collective. Complètement. Et effectivement, ça peut mener justement au piège de genre ah c'est bon, maintenant je suis plus éco-anxieux, mais en fait je vais quand même m'épuiser psychologiquement parce que j'aurai l'impression que c'est la seule manière pour moi de rester en bonne santé, quoi. Et il y a donc du coup il y a quand même une prise de conscience assez générale en vrai dans les ONG que j'ai pu fréquenter, mais ceci étant dit, en fait, elles obéissent quand même à un système du travail généralisé qui est basé quand même sur une société productiviste. Et donc, du coup, il y a quand même une notion de... on a quand même il y a quand même des horaires à respecter, il y a quand même des choses, il y a des livrables, etc. Et comme c'est des ONG qui sont confrontés à une perte de moyens là, ces dernières années, qui doivent composer toujours avec les mêmes choses, qui doivent continuer à exister, mais avec moins, effectivement, une forme de compétition, en fait...
à la fin, la masse salariale, puisque du coup c'est quand même un langage qui est employé dans ce monde-là de manière très traditionnelle, bah, peut être justement ce moyen de flexibilité, quoi, concrètement. Il y a aussi un deuxième facteur, pardon, qui est les faibles études et recherches qui existent autour de la santé mentale des travailleurs et travailleuses confrontés à la transition écologique de manière générale. La santé face au changement climatique, c'est quelque chose qui est quasiment ignoré, en tout cas la santé mentale, et je pense que ça se répercute directement nous dans nos missions, parce qu'on est à la fois confronté au problème on voit bien que le climat change autour de nous, donc comme toutes et tous, et en plus on saurait être celles et ceux qui agissent dessus. Et donc du coup j'ai l'impression qu'on est toujours un peu pris en étau de il y a des blagues souvent, genre, qui sont revenues de genre, alors Quentin, changement climatique, c'est pas fini? Parce que effectivement, je bosse dans la transition écologique. Et au bout d'un moment, ces blagues me faisaient plus du tout rire. En mode, genre, en fait, genre, arrête de me rappeler à cette angoisse générale que genre, j'ai une mission et que genre, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ouais. Quelle satisfaction ces travailleurs-là peuvent avoir en ayant l'impression d'avoir accompli leur journée de boulot ou d'avoir accompli leur mission. C'est vrai que quand tu travailles pour ces enjeux-là qui te dépassent complètement, tu peux avoir l'impression que c'est la tâche de Sisyphe. Tu vas jamais réussir à finir tes tâches, finalement. C'est difficile de dissocier tes tâches, tes missions au quotidien de la grande cause pour laquelle tu luttes. Et en fait, on espère que nos petites tâches du quotidien vont servir, mais en fait, on peut être démoralisé d'avoir l'impression que ça ne sert à rien, en fait. Et quel conseil vous donneriez aux personnes qui travaillent dans ces milieux-là ou qui ont envie de travailler là-dedans malgré tout parce que ça leur fait plus plaisir que d'autres secteurs d'activité? Quels conseils vous donneriez soit à des gens qui sont en poste depuis longtemps, soit qui ont envie d'aller vers ces milieux-là? Déjà que, même si c'est difficile, moi, c'est des jobs que j'ai beaucoup aimé faire. Justement parce que quand on a une conscience de ces sujets-là qui est forte, c'est quand même très agréable et de se sentir à sa place, d'avoir l'impression de se battre pour ces causes-là. Donc déjà, pas se censurer sur l'envie de rejoindre ces organisations. Après, je pense que justement, il faut avoir conscience, et c'est dur face à l'urgence, mais de l'impact limité qu'on aura quoi qu'il en soit et peu importe ce qu'on peut espérer. Et comme disait, moi je suis d'accord avec Quentin, c'est pas forcément une forme d'ego de se dire il faut absolument que je sauve la planète, c'est plutôt lié à l'angoisse, je pense, chez beaucoup de personnes, de se dire merde, en fait l'urgence est tellement énorme, les risques sont tellement énormes que il faut que je fasse le maximum, et pas juste parce que j'ai envie d'être quelqu'un de bien, mais parce que j'ai envie de sauver ma peau. Enfin, même les personnes qui se pensent à l'abri de toute façon ne le seront pas complètement, donc c'est normal de se sentir investi d'une mission. Pour autant, il faut avoir conscience quand même que en travaillant dans telle ou telle organisation, peu importe le poste, etc., on n'est qu'une pièce de l'échiquier. Malheureusement, en plus, il faut le dire, face à des vents contraires qui sont quand même très forts, très peu de, Quentin en parlait, mais très peu de financement pour les organisations engagées, et c'est extrêmement frustrant. Donc voilà, il faut avoir conscience des limites et se dire que il faudra accepter, et c'est dur, mais voilà, qu'on aura pas forcément toutes les marges de manœuvre qu'on aurait espéré, mais pour autant, on a quand même l'impression de faire partie d'un tout. Moi, je trouve que aussi quand on travaille avec des personnes qui ont les mêmes visions, qui sont alignées avec nous-mêmes, on a souvent des liens forts qui peuvent se créer aussi. On peut trouver des superbes expériences en fait à travers ces engagements. Alors déjà, ouais, je dirais c'est trop bien. Enfin, moi, je suis super heureux de travailler dans le monde des ONG. Je pense pas que je changerai tout de suite. D'ailleurs, avant, je travaillais en politique. J'étais conseiller d'un groupe à l'Assemblée nationale. Et je me suis rendu compte que j'étais très heureux parce que les personnes en ONG me ressemblent, on partage les mêmes convictions. J'ai rencontré Guillaume, avec qui maintenant on est amis. Et du coup, je me retrouve vraiment parfaitement aligné et super heureux là-dedans. Et du coup, ça, il faut vraiment pas le négliger. Maintenant, je dirais qu'effectivement, on a un impact limité et il faut l'accepter. Et je dirais, mais que des fois, on a un impact qui n'est pas visible et qu'on ne pourra pas vraiment savoir. Genre, si on prend l'exemple des féministes du début du XXe siècle, je ne pense pas qu'elles savaient que leur activité, au début du XXe siècle, aurait un impact sur les vagues féministes qu'on voit en ce moment dans les années 2020, 120 ans plus tard. Je me dis, c'est peut-être pareil, ce qui se passe aujourd'hui a certainement un impact pour les générations futures, les violences vécues à Sainte-Soline et toutes les manifestations militantes, etc. Au lendemain, on s'est dit, genre, ça y est, on a dérivé dans un État autoritaire, c'est fini, ils défendent une bassine qui est même pas à l'État pour les intérêts de l'agro-industrie, mais genre, où est-ce qu'on va ? Mais en fait, si on regarde bien, genre 6 mois plus tard, il y avait déjà une décision de justice qui suspendait cette bassine. Et ensuite, il y a les vidéos, les révélations qui montrent les violences qui ont eu lieu ce jour-là, genre 2 ans plus tard. Et je me dis, oui, faut accepter le fait qu'on ne voit pas les impacts que l'on fait. Et si par contre ça ne vous voit pas, si vous avez envie de voir concrètement ce que ça change dans la vie de quelqu'un,
Bah alors effectivement, le plaidoyer, le monde des ONG environnementales, genre traditionnelles, et pas forcément, genre en tout cas dans la dimension salariée lobbyiste, hein, là j'en parle, et pas forcément la meilleure solution. Mais qu'il y a plein d'autres collectifs qui peuvent le permettre. Et vous avez beaucoup dit que dans ces milieux-là, on se ressemblait, qu'on avait la même vision, les mêmes valeurs, etc. Moi, j'aimerais un peu savoir si vous avez quand même vu des divergences de conception de la transition écologique, de ce que serait une société écologique souhaitable, qu'il y a vraiment une unanimité dans le projet politique, ou bien il y a un peu des divergences dont on se rend compte au fur et à mesure dans certains arbitrages, dans certains propos en réunion, dans certains choix. Est-ce que vous avez vu quand même voilà, des divergences d'opinion sur ce que devrait être une société écologique, sur certaines valeurs, etc. Ou bien tout le monde est vraiment d'accord? Est-ce qu'il y a un peu des divergences, potentiellement des conflits entre certaines représentations de l'écologie? Oui, je pense que déjà les différentes associations ONG, un peu comme des partis politiques, ont aussi des formes de radicalité plus ou moins fortes dans leur histoire, voilà, dans le projet que ces organisations défendent. Donc déjà, entre organisations, on peut voir une sorte de continuum entre des versions assez réformistes la transition écologique, changer les choses plutôt de l'intérieur, d'autres qui vont être plus dans la mobilisation frontale vis-à-vis voilà, du système dominant, on va dire. Donc il y a ça, et en interne, je pense aussi, surtout dans des organisations qui peuvent être un peu à la frontière de ces deux modes d'action, des divergences, oui, aussi personnelles, quoi, de personnes qui vont vouloir aller plus loin dans la contestation, d'autres qui vont dire non, il faut plutôt négocier avec les forces en présence, etc. Donc il y a souvent des discussions. Après, moi, je pense qu'elles sont intéressantes parce que ça permet aussi de trouver souvent une position un peu d'équilibre, de voir un peu quelles sont les perspectives possibles, les stratégies qui peuvent paraître finalement les plus équilibrées. Oui, tu as l'impression que c'était explicité, c'était pas mis sous le tapis, c'était l'occasion d'en discuter et d'en faire un sujet collectif. Ouais, j'ai l'impression. Après, bon, bah, forcément, in fine, c'est souvent les directions qui tranchent, et donc si on n'est pas aligné avec la vision dominante de la direction, ça peut être source de frustration. Dans mes expériences personnelles, moi, c'était pas forcément le cas pour moi, mais je pense qu'il y avait des personnes, des fois, qui étaient frustrées, soit parce qu'elles trouvaient qu'on allait trop loin, soit pas assez loin. Oui, oui, je pense pour autant, en tout cas, moi, je l'ai vu, que là où j'étais, il y avait quand même des discussions assez ouvertes. Les gens se bridaient pas en disant, bon, j'avoue, je pense ça, mais j'ose pas trop le dire. Enfin, c'est mon ressenti, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que Quentin, t'as d'autres visions de la chose. Du tout d'accord. Non, il y a. Bah, toutes les organisations se disent généralement politiques mais apartisanes, et donc du coup acceptent effectivement cette discussion en interne. Ensuite, généralement, c'est quand même assez unilatéral, dans le sens où, bah, en fait, c'est comme il y a effectivement un prisme d'association avec différents types d'engagements, avec différents du coup, qui du coup se déclinent en type d'action possible ou pas. Bah, en fait, en général, c'est un peu, bah, là, je suis dans cet asso me permet d'aller jusqu'ici sur le spectre, mais je peux pas vraiment aller plus loin. Ou sinon, bah, du coup, effectivement, pour des logiques en fait de genre de répartition du travail, il y a des délégations de genre bah nous on va plus traiter cet enjeu et on va agir de telle manière parce que tel enjeu se traite de telle manière, quoi. C'est vraiment influence politique. Si je prends un exemple, bah, c'est quand on décide d'agir par exemple sur résilience du système de santé. Bah, en fait, on va décider de s'allier avec tout un tas d'acteurs et d'actrices qui sont pas forcément d'accord sur nous sur d'autres enjeux, mais qui là le sont. Et donc du coup, on va décider de travailler avec telle ou telle catégorie de personnes parce que ça nous offre des alliés de circonstances. Et donc du coup, qui vont peut-être pas être acceptables pour une autre asso. Et mais qui en même temps ils obtiennent une victoire politique, bah c'est bien pour tout le monde quand même. Et donc du coup, il y a un espèce de tri comme ça qui se fait. Après, en interne, en ONG, moi en tant que salarié, bah oui, en fait, il y a toujours, enfin, les personnes avec qui on travaille sont généralement assez engagées déjà politiquement, et donc du coup, il y a des discussions. Par contre, il n'y a pas vraiment de cadre sécurisé, généralement, qui permettent de faire évoluer la pensée intrinsèquement dans ces ONG. Dans le sens où il n'y a pas bah, un comité qui se réunit et qui co-participe à la création de OK, qu'est-ce qu'on a envie d'être en tant qu'asso, etc. Ça, c'est généralement décidé par le conseil d'administration finalement, parce que c'est un sens de gouvernance générale, parce que c'est comme ça que fonctionnent les associations loi 1901, et ou avec la direction opérationnelle, quoi. Mais beaucoup moins en général, en vrai, avec les salariés
et ou d'autres bénévoles qui ne sont pas dans ces instances de gouvernance. Ouais, et justement, suite à ça, c'est exactement la question suivante que je voulais vous poser. Qu'en est-il des rapports de lutte en interne entre les salariés et les directions? Qu'en est-il des actions de mobilisation, que ce soit dans le cas de grève? Il y a une action syndicale? Est-ce qu'il y a des syndicats dans ces ONG? Ou est-ce que c'est une sorte de tabou un petit peu parce qu'on présuppose que comme on s'entend, on a les mêmes valeurs, on a la même vision, on sait discuter ensemble, alors il n'y a pas besoin de contre-pouvoirs syndicaux. Je pense que les deux sont un peu vrais. C'est-à-dire que en milieu engagé, de manière générale, moi je l'ai vu aussi sur le mouvement coopératif, etc. Quand une organisation porte une vision très politique des choses, c'est vrai qu'on part souvent du principe, qui est dans la majorité des cas vrai, que les personnes ne sont pas là par hasard, qu'elles partagent globalement la ligne, et donc qu'on est relativement aligné sur la finalité de l'organisation et sur les modes d'action. Mais je pense qu'effectivement, des fois, c'est invisibilisé dans le sens où, dans les faits, tu en parlais tout à l'heure, Quentin, mais une organisation reste soumise à des injonctions de productivité, de règles, de normes, dès lors qu'il s'agit d'un travail. Il y a aussi un droit du travail qui garantit tout ça, mais tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, ça peut parfois être un impensé de se dire peut-être qu'on a quand même besoin de contre-pouvoir aux décisions de la direction, etc. Bah, ouais, je rejoins complètement ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est quand même, on va pas se mentir, extrêmement rare que les salariés d'ONG se mettent en grève. Là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête qui arrive. Est-ce que parfois, ouais, il y a eu des situations de conflit genre assez ouverts en interne, et parfois effectivement ça a dépassé un peu, le cadre d'une discussion, pardon, genre saine, dans le cadre genre d'une représentation CSE, etc. Et je trouve que dans ces cas-là d'ailleurs, les directions d'ONG sous-estiment un peu l'impact sur l'ensemble des salariés dans ces moments, parce que du coup il y a un sentiment que les salariés ne sont pas écoutés, qu'ils sont du coup des objets que la direction peut manipuler comme ça, ce qui n'est pas le cas, mais qui en fait est la sensation qui est ensuite très percutée. Et ensuite il y a très peu, le dialogue est assez ensuite asymétrique sur les enjeux de tel ou tel moment, que ce soit des conditions salariales, que ce soit des prises de position, ou alors justement participation ou pas à tel ou tel mouvement et compagnie, quoi. Et là, effectivement, je trouve qu'il y a des marges d'amélioration assez nettes à faire sur ces associations, parce que, tu l'as très bien dit, il y a une confusion des genres sur, parce qu'on est militant, on n'a pas besoin d'être syndiqué, ou parce que, vu qu'on est militant, c'est bon, on est avec des personnes qui ont toutes les armes, etc. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est bien normal. Enfin, genre, en tant que manager, etc., et confronté à des problèmes aussi nets que celui d'une association qui est très proche que celui d'une entreprise, qui consiste à assurer la trésorerie, qu'on puisse toujours payer les salaires, qu'on puisse toujours mener des actions, qu'on puisse avoir l'impact qu'on a envie d'avoir au départ. En fait, ça exige effectivement des arbitrages qui peuvent paraître genre ubuesques auprès des salariés. Classiquement, il y a quand même des choses qui existent pour pouvoir permettre ce dialogue, cette participation et le garantir. Et ça, c'est effectivement, je trouve que les ONG ont généralement quand même un train de retard là-dessus. Ouais. Maintenant, j'aimerais vous interroger sur votre vision des transformations écologiques du travail, ce que vous avez vu à différents postes. Récemment, Quentin, tu avais commenté le rapport d'Oxfam de 2024 qui donnait le chiffre de 36% des salariés qui sont surexposés à la chaleur, notamment les ouvriers, le secteur du BTP, de la métallurgie, mais aussi les boulangers et tous les métiers en extérieur comme la police. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus sur les transformations écologiques du travail dans le contexte d'adaptation au changement climatique. On a aussi eu un rapport de France Stratégie sur les baisses de productivité générées par les épisodes de chaleur, le risque de stress thermique, les accidents du travail en hausse du fait de ces chaleurs, les risques psychosociaux en hausse aussi. Donc on sait que la crise écologique et notamment le changement climatique vont affecter toutes les conditions de travail, vont affecter tous les métiers, tous les postes. Tu le rappelles aussi dans la fin de ton livre, tu dis il fait trop chaud pour travailler. Donc la chaleur, ça fait perdre des heures de travail, ça fait perdre de la productivité, ça dégrade la santé des travailleurs, ça transforme tous les secteurs économiques, comme les activités en montagne, mais ça fait aussi succomber les infrastructures techniques, comme les serveurs de France TV en juin. Du coup, j'aimerais vous entendre là-dessus sur comment les organisations engagées parlent de ce futur écologique du travail. Souvent, on parle de l'impact
l'impact environnemental du travail ou de la production. En plus, souvent, les associations, elles s'adressent plutôt aux institutions, aux décideurs politiques pour faire du lobbying. Et donc, elles ne s'adressent pas forcément aux acteurs économiques ou à la société civile et aux travailleurs en général. Que c'est cette approche-là qui se concentre sur l'emploi, qui montre aussi les effets positifs sur l'emploi ou sur le chômage de la transition écologique, ne manque pas un petit peu les pratiques concrètes de travail, aussi parce que en s'adressant aux décideurs politiques, on va plutôt parler avec leurs concepts, avec l'enjeu de l'emploi, du chômage, etc., de la formation des compétences, et qu'en fait, on est un peu loin du terrain concret de ce que vivent les travailleurs dans le contexte écologique. Oui, je pense que c'est assez vrai. Alors, il y a des organisations écologiques qui commencent de plus en plus, des ONG, etc., à travailler sur sur ce sujet des transformations concrètes du travail. Typiquement, j'avais collaboré par exemple avec les Amis de la Terre sur un rapport sur les travailleurs et travailleuses de l'industrie pétro-gazière. J'avais fait passer un questionnaire, j'avais eu plus d'une dizaine d'entretiens avec des personnes de cette industrie pour savoir est-ce que c'était possible quand on travaille dans le pétrole, dans le gaz, de reconvertir ses compétences pour, par exemple, des énergies renouvelables, etc. Est-ce que c'était quelque chose qui était souhaité par les salariés? Est-ce qu'il y avait des possibilités de se reconvertir, etc. Voilà, on avait fait ce travail de terrain, un peu de creuser vraiment les aspirations des personnes qui opèrent ces métiers. Et du coup, c'était très intéressant parce que voilà, les personnes, en l'occurrence, nous disaient, bah oui, moi, par exemple, qui travaille en tant que prestataire pour des plateformes offshore dans les énergies fossiles, et bah, en réalité, je pourrais très bien décliner ces compétences pour des installations d'éolien offshore, donc d'énergie renouvelable. Mais beaucoup de gens, en l'occurrence, voilà, je fais un peu un aparté sur ce rapport, mais disaient, par contre, on déplore qu'au niveau de l'entreprise, voilà, on parle de major du gaz et du pétrole. Donc, dans tous les cas, on sait que les stratégies actuelles de ces entreprises ne vont pas vers une transition écologique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, ces personnes étaient frustrées parce qu'elles trouvaient qu'elles avaient peu de possibilités de formation en interne, mais aussi du coup de dispositifs de formation au niveau de l'État. Ben, ça, c'est peut-être un autre sujet à discuter, mais bon, bref, je sais que les Amis de la Terre d'ailleurs travaillent pas mal avec parfois des syndicats sur des sujets particuliers comme comment reconvertir des raffineries, comment transformer des raffineries en projets durables. Je crois que c'est en Seine-et-Marne qui a un travail de pair avec des syndicats locaux. Le réseau Action Climat travaille pas mal sur ces enjeux d'emploi-industrie aussi avec des syndicats, et je pense que justement cette passerelle entre ONG environnementales et syndicats notamment est précieuse, mais elle est encore sous-investie. Il y a des choses qui se font, je pense à l'Alliance écologique et sociale, qui est un regroupement d'ONG environnementales, de syndicats, etc., qui essaie d'aligner un peu leur travail justement pour des mobilisations. Après, c'est souvent des mobilisations ponctuelles, des requêtes, des revendications de part et d'autre qui vont converger. Donc c'est plus une convergence des luttes qu'une réflexion collective sur comment on transforme vraiment structurellement le contenu de l'emploi. Ouais. Et du coup, je pense que oui, il y a encore, pour revenir un peu à ce que je disais en préambule, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour réfléchir de manière plus opérationnelle à cette reconversion des emplois dans une perspective écologique. De la part des ONG, je pense que ce travail, il gagne à être développé et qu'en effet, il est encore assez sous-investi. Ouais. Je voudrais revenir tout à l'heure sur la question que tu as posée sur comment les ONG justement se sont emparées, est-ce qu'elles ont pris en compte le travail, et rajouter quelque chose. Il y a un phénomène aussi qu'on voit pas mal dans les réseaux sociaux de valorisation de la surproductivité, que ce soit les créateurs de contenu ou les ONG, qui disent ça fait 15 jours qu'on est à la COP, on n'a pas dormi, etc. Qui disent regardez mes cernes, etc. Mais on est là, etc. Je suis fière de travailler 7 jours sur 7. Je l'ai déjà vu il n'y a pas longtemps. Et il y a un côté très qui valorise ce côté jusqu'au boutiste, jusqu'au burn-out, pour une lutte beaucoup plus grande. Et derrière justement ces apparats d'altruisme et de côté un peu épuisé, en fait, du coup, vous valorisez cet épuisement et c'est pas quelque chose qui est acceptable et qui a une responsabilité justement de ces personnes qui ont des relations parasociales donc très fortes avec des personnes qui s'identifient à leur lutte, doit être questionné aujourd'hui. Et je pense que du coup, il y a aussi un travail au niveau, parce que le monde des ONG est un monde qui fait partie d'un écosystème plus grand de celui qui est la transition écologique, qu'il faut réinterroger aussi la manière dont ces médias en parlent. Sur du coup, comment les ONG s'emparent de la thématique travail, effectivement, c'est assez récent parce que l'emploi, on le voit, a toujours été pris, quand il y a eu emploi et transition écologique, ça a tout de suite été, tu l'as dit, pris comme
comment on change la manière de travailler pour que ça puisse aller avec la transition écologique, la neutralité carbone, et donc du coup passer d'industrie fossile à énergie non renouvelable, comment on passe d'infrastructures autoroutières, mobilité douce, etc., etc. Et donc du coup, comment on fait cette mutation du travail vu comme, genre encore une fois, une masse, une variable d'ajustement flexible, et beaucoup moins du coup comme une fin en soi, qui c'est-à-dire, en fait, le travail est déjà affecté par le changement climatique en soi. Parce qu'il y a des personnes qui meurent au travail à cause du changement climatique. Il y a une anxiété, un stress généralisé à cause justement des vagues de chaleur ou du changement de l'environnement, etc. Tu l'as parlé, la note de France Stratégie en parle très bien. Mais comme on a d'abord identifié l'emploi comme un moyen de parvenir à la transition écologique et pas comme une fin en soi des personnes qui y travaillent, il y a le rapport du coup de Laurence Parisot, qui est l'ancienne patronne du MEDEF, qui l'a publié en 2019 et qui a fallu attendre 2023 pour voir apparaître les premières thématiques autour de travail et autour de la notion de conséquences du changement climatique sur le travail. Effectivement, du coup, on a l'impression de toujours être dans un train de retard, quoi. Et qu'on ne sait jamais de quoi on parle quand on parle de travail et changement climatique. Ce qui est problématique parce qu'en fait, si à la fin on veut changer notre économie, c'est pour que les gens puissent continuer à vivre là. Sauf qu'en fait, notre travail, qui est l'endroit où on est censé passer au moins 35 heures, si on est à temps plein, au moins 35 heures de notre semaine, est déjà affecté par le changement climatique. Tu disais 36% des travailleurs et travailleuses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez bien pris en compte. Et dont on a une réflexion tout juste, quoi. Et les évolutions réglementaires arrivent là, au compte-gouttes, en ce moment. Et d'ailleurs, elles ne vont pas du tout assez loin. Oui, et ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu abordes la façon dont on parle du travail, c'est aussi à qui on en parle et à qui on s'adresse quand on parle du travail. Est-ce qu'on s'adresse aux décideurs politiques pour faire bouger la réglementation? Est-ce qu'on s'adresse aux directions des organisations, que ce soit dans le public, dans l'associatif ou dans le privé? Est-ce qu'on s'adresse aux managers? Ou est-ce qu'en fait, on s'adresse aux travailleurs eux-mêmes? Et j'ai l'impression que souvent, ces grands discours, ils s'adressent plutôt aux chefs d'équipe, aux têtes pensantes, mais qu'en fait, on n'essaye jamais de s'adresser directement aux gens qui voient leur métier bouger, qui voient leurs conditions de travail bouger et qui du coup n'ont pas droit au chapitre et qui n'ont pas voix au chapitre parce que on les inclut pas dans l'équation, quoi, d'une certaine façon. On est resté dans une conception très tayloriste où d'un côté il y a ceux qui conçoivent l'activité et de l'autre côté il y a ceux qui exécutent et dans la conception de la transition écologique des métiers, on reproduit ce schéma un peu tayloriste, en plus parfois avec une position un peu condescendante où on dit qu'il faudrait former les gens du terrain parce qu'ils ne sont pas conscients, pas au courant ou je ne sais quoi. Et en fait, on laisse aucune marge de manœuvre d'auto-organisation, d'auto-discussion sur ce qu'on voit déjà bouger dans nos métiers, dans nos missions, dans nos conditions de travail. Et on a l'impression qu'on reproduit le pire du taylorisme dans un contexte où, au contraire, on aurait besoin de toute la créativité du terrain, de toutes les bonnes idées que n'ont pas les directions parce qu'elles sont trop loin du terrain. Oui, déjà, je pense qu'il y a un rôle qui est d'ailleurs en partie joué par les syndicats, mais qui, à mon avis, peut être encore davantage exercé, de faire remonter la part du terrain dans les organisations, les connaissances et les besoins des travailleurs, des travailleuses, parce que je pense que les structures syndicales sont quand même très bien placées pour savoir comment on peut concrètement transformer les emplois et quelles sont les perspectives ou les manques pour aider les salariés à le faire. Ça, c'est une première chose. Après, oui, je pense qu'on manque d'une prise en compte, de remonter vraiment d'exemples. Alors, dans les ONG, ça se fait un petit peu, mais encore de manière parcellaire, c'est-à-dire on va par exemple avoir des études de cas de plus en plus quand même incarnées sur le terrain où on va se dire ok, en fait ça sert à rien de demander que des politiques publiques hyper abstraites, il faut aussi aller rencontrer les personnes pour savoir. D'ailleurs, je crois qu'on avait bossé tous les deux sur ce rapport, Quentin, sur les femmes agricultrices, et qu'il y avait une consultante qui avait suivi pendant plusieurs mois des femmes agricultrices dans différents secteurs, dans différentes régions de France, pour voir quels étaient les impacts du changement climatique sur leurs pratiques, et en plus avec un angle genre, c'est-à-dire comment en fonction du genre les personnes ne vont pas forcément avoir les mêmes priorités, les mêmes réponses à ces enjeux-là. Bref, mais du coup, c'était quelque chose, pour le coup, une recherche vraiment où on allait demander aux personnes les premières concernées quel était l'impact du changement climatique sur leurs pratiques agricoles, quelles étaient les solutions qu'elles envisageaient, etc. Je pense que c'est un travail qui se fait un peu, mais qui mériterait à être davantage porté. À mon avis, les organisations type ONG climatiques, écologiques, et syndicales gagneraient à travailler encore plus main dans la main. Je pense que pour l'instant, il y a des premières étapes qui ont été franchies parce que c'est deux mondes quand même très différents à la base.
Et il y avait un peu un besoin de s'apprivoiser, de comprendre. Enfin, je le vois avec différentes coalitions qui peuvent exister. Je pense que ces étapes ont été franchies et que c'est déjà un préalable qui paraît évident, mais en fait qui n'est pas si facile dans les cultures d'organisation, sachant aussi que dans certaines cultures syndicales, il y a encore quand même beaucoup un rapport productiviste au travail et aussi une peur qui est complètement légitime de désindustrialisation, de suppression d'emplois, qui fait que certains syndicats aussi sont dans, entre guillemets, leur rôle traditionnel de s'opposer un peu aux ONG climatiques ou environnementales qui viennent dire « Ah, ce serait bien que vous changiez les pratiques » et qui disent « Bah d'accord, mais à court terme, nous, nos travailleurs, ils risquent d'être sur le carreau, donc en fait, vous êtes bien gentils, mais voilà. » Je pense que les ONG ont compris qu'il fallait pas arriver avec des gros sabots un peu naïfs en disant « Mais si, ça va être simple et tout. » Non, ça va pas être simple. Je pense aussi que les syndicats commencent à comprendre qu'il faut sortir de cette posture voilà, productiviste, c'est-à-dire bah si, en fait, la transition écologique, elle est nécessaire dans tous les cas pour protéger nos travailleurs. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il y a une deuxième phase qui doit être enclenchée, qui est de travailler de manière plus opérationnelle, peut-être secteur par secteur. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout fait, mais voilà, investir vraiment des moyens pour faire converger ces problématiques. Et dernière chose, je pense que c'est quand même avant tout aussi le rôle de l'État et des pouvoirs publics de manière générale, y compris régionaux, etc., d'organiser cette réflexion aussi par filière. Peut-être que je manque de connaissances des initiatives qui sont portées, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'initiatives en ce sens qui pourraient être, c'est un peu à la mode, mais des conventions citoyennes ou des assises vraiment filière par filière en disant quels sont les besoins de compétences identifiés par la filière et que les opérateurs étatiques ou autres mettent en place aussi des formations pour permettre ces transitions. Parce que typiquement, désolé, ma réponse sera pas longue, mais sur la rénovation thermique des bâtiments, c'est un fait connu que on a, bon, déjà les moyens financiers déployés sont pas suffisants, mais en plus on manque de main d'œuvre qualifiée pour faire ces opérations de rénovation des bâtiments. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu aussi de soutenir les compétences des travailleurs qui pour le coup n'est pas du simple fait des ONG environnementales ou des syndicats. Mais il y a plusieurs choses que je voudrais du coup ajouter. C'est effectivement, il y a une absence totale de prise en compte des premières et des premiers concernés. Les métiers les plus affectés par le changement climatique, ce sont très souvent des métiers exercés en précarité. Les agricultrices, effectivement, on a sorti un rapport avec Oxfam pour en parler. Les ouvriers du BTP, boulangers, boulangères, policiers, policières, et le travail qui est effectué en extérieur. Récemment, il y a eu un collectif de cuisiniers qui a fait un événement qui s'appelle Chaud Devant pour montrer en fait les impacts concrets de la gastronomie française, enfin sur la gastronomie française du changement climatique, parce que des plats au four, au chaud, etc. Sauf qu'en cas de vague de chaleur, en fait c'est pas tenable de continuer à cuisiner du chaud. Et du coup, comment on modifie la carte de manière circonstancielle dans ces moments qui sont amenés à se répéter, à être beaucoup plus intenses, etc. Quoi, là, les cuisiniers ont été entendus parce qu'on parlait de gastronomie française. Et donc, du coup, encore une fois, une notion vachement ancrée dans des classes sociales autour de classes dominantes, etc., et bourgeoises. La plupart du temps, on s'en fout des conditions de travail dans la cuisine et la restauration, qui est quand même un milieu où le respect des horaires de travail, où les conditions de travail est hyper dur, quoi. Ouais, et donc, la plupart du temps, on s'en fout. Mais là, si ça touche à la gastronomie française, on peut s'y intéresser. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire en lapin. Parce que souvent, on se reproche au plan d'adaptation, et qui est légitime, c'est genre, on va d'abord faire un rapport de vulnérabilité. Sauf qu'il y a des choses qui sont assez évidentes et on n'a pas besoin de plus de rapports pour mettre en place des mesures. Alors, il fait trop chaud, on arrête de travailler. Il n'y a pas forcément besoin de refaire des études et des enquêtes qualitatives pour le savoir. En revanche, il y a plein d'autres choses qui affectent le quotidien des personnes qui peuvent être changées. Comme, par exemple, si on parle de toutes les personnes qui travaillent en extérieur, il peut y avoir certains moments qui sont liés à d'autres usages, à d'autres pratiques qu'on ne connaît pas parce qu'on ne pratique pas ces activités, qui peuvent être mises en place pour améliorer la vie des gens. Et en fait, ça peut paraître rien comme ça, mais comme c'est des activités qu'on fait tous les jours, du matin au soir, en fait, à la fin, si ça a forcément un impact sur la santé physique ou mentale des personnes. Et ça, effectivement, c'est encore très peu, c'est pas du tout un outil qui est utilisé. Du coup, je suis en train de créer une association qui s'appelle Adapt, qui va essayer de mettre en place justement ces communautés de pratique, réunir justement les syndicats, les travailleurs, travailleuses sur des grandes thématiques, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre dans l'adaptation en général. Sur le travail, oui, mais pas seulement, sur le logement, sur la santé, sur les rénovations, etc. Comme on a toujours été pris un peu de court par « il faut absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre à tout prix »,
Bah, du coup, évidemment, on est passé un peu à côté de oui, mais en fait, on le fait pourquoi? Pour que la planète puisse être habitable encore pour toutes et tous. Sauf qu'elle l'est déjà plus pour toute une catégorie de personnes. Et du coup, bah, si la fin de la neutralité carbone, c'est quand même ça, en fait, il faut du coup évidemment s'inquiéter pour ces personnes-là en premier. Et c'est ce que nous permet justement l'angle de l'adaptation, donc s'attacher aux conséquences, c'est qu'en fait, on fait tout ça, oui, mais on fait tout ça pour que le quotidien des personnes puisse être vivable. Et c'est pour ça que le travail, c'est super important. Et là-dessus, à votre avis, comment on peut repolitiser ou rendre plus démocratique et collectif ce débat justement sur les transformations du travail? On a un peu parlé de plus intégrer les travailleurs en s'intéressant aux effets concrets des transformations dans chaque secteur. Mais de façon plus générale, en fait, comment on peut rendre ce débat un peu moins technique, un peu moins un débat d'experts, un débat entre d'un côté les ingénieurs, de l'autre côté les économistes, montrer en fait que ça concerne tout le monde, que c'est ce que tu disais quand à la fin, c'est réfléchir aux finalités de cette transition-là, à ses valeurs, etc., à quoi ça sert et pourquoi on fait tout ça. Et j'ai l'impression que toute cette politisation, elle échappe complètement au débat public où on présente la transition comme un effet technique et puis ce serait évident de savoir où on va, alors que je trouve que du coup, on met tous les enjeux politiques sous le tapis, quoi. Alors déjà, de manière générale, hein, je pense vraiment que le monde du travail manque de manière désespérante de politisation, enfin dans le sens où, encore une fois, c'est quelque chose pour la plupart d'entre nous, est une part très importante de notre temps hebdomadaire. Voilà. Donc l'activité de travail, c'est vraiment quelque chose qui est structurant pour nous. Et c'est quand même fascinant de se dire qu'en démocratie, alors que on est censé décider de notre destin collectif et qu'on le fait à travers les élections, etc. Dès qu'on franchit la porte du monde du travail, dans la plupart des cas, en tout cas le travail salarié classique où on n'est pas en coopérative, en réalité on a très peu de mots à dire sur la direction de l'organisation pour laquelle on consacre énormément de temps et d'énergie. Je ne peux que préconiser voilà, le développement d'organisations telles que des coopératives, associations. Je pense que, enfin, pour moi, ça a du sens en fait de s'emparer autant que possible de son outil de travail. C'est peut-être très marxiste comme vision, mais en fait, je suis convaincu que c'est cohérent même. Je veux dire, quand on a envie de travailler pour quelque chose, bah, c'est mieux quand on a vraiment un pouvoir de décision sur ce qu'on fait. Après, je veux pas non plus ignorer le fait que bah, pour beaucoup de gens, de toute façon, c'est pas un luxe de pouvoir choisir dans quel genre d'organisation, pour quelle cause on travaille. C'est d'abord avoir un revenu. Et malheureusement, c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, c'est un sujet bien plus méta. Et je vais pas. Quentin, à la fin de son livre, il propose un revenu universel. Donc, on pourrait se dire, justement, on se défait de cette contrainte-là. Complètement. Non, mais voilà. Après, si on extrapole, si on va vraiment loin dans la réflexion, je pense que des formes de protection sociale, type revenu de base, en tout cas qui permettent de sécuriser les parcours pour avoir un poids bien moindre de l'enjeu de trouver absolument un emploi, peu importe lequel, etc. En fait, il est fondamental. Pour moi, il faut vraiment renverser cette logique qui veut que, en fait, on questionne plus tant que ça le contenu de l'emploi, parce que l'emploi, ça sert surtout à avoir un revenu et ensuite vivre sa vie. Moi, je trouve ça terrible en fait qu'on soit dans cette société. Donc plus d'organisation démocratique, un temps de travail moindre. Je pense que vraiment, en plus, ça, le fait d'avoir des activités productives qui prennent beaucoup de temps, je pense que nous conduisent nécessairement à produire plus et malheureusement, en l'état des choses, du coup, à dégrader davantage la planète. Voilà. Après, d'un point de vue plus concret, je pense que, encore une fois, ça commence à être fait, mais montrer par l'exemple les impacts du changement climatique, voilà, c'est ce que avait fait Oxfam dans son rapport, l'affaire du siècle aussi actuellement qui porte un recours contre l'État, non plus pour justement son manque d'action en faveur de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais d'action pour l'adaptation territoire et de nos des différents secteurs. Je pense que c'est fondamental parce que ce que fait l'affaire du siècle, c'est aussi d'incarner ça à travers des exemples de travailleurs, travailleuses, de personnes qui vont être impactées par différentes conséquences du changement climatique. Et donc, voilà, donner à voir les impacts concrets, je pense qu'il y a un travail qui commence à être fait, mais qui devrait être davantage développé. Il y a des reportages aussi de plus en plus, et ça, je crois que c'est sur TV5 Monde, une série documentaire qui s'appelle Éclaireur. J'ai commencé à regarder, je trouve ça super intéressant. C'est des journalistes qui vont justement interroger différents types de travailleurs sur, OK, en fait, il y a déjà des impacts du changement climatique, c'est quoi? Et donc, on voit concrètement. Donc ça permet à des gens, je pense aussi, de s'identifier davantage en disant, ah ouais, OK, en fait, c'est pas juste des choses qu'on entend à la télé voilà, entre experts. En fait, ça nous concerne. Et puis, encore une fois, ouvrir des espaces de dialogue dans les organisations, que
que les syndicats s'en emparent davantage, et idéalement que les gens se syndicalisent davantage aussi. Je pense que c'est important pour faire remonter les besoins concrets. Bon, voilà ce que j'ai en tête là pour l'instant. Je ne sais pas, Quentin, si tu as d'autres idées. Effectivement, tu as commencé à le dire, je propose un revenu universel parce qu'on constate qu'une société plus égalitaire, Oxfam le prouve dans un rapport qui a été publié en 2013, qu'une société plus égalitaire est plus à même de faire face à des risques climatiques. Et qu'en revanche, une société très inégalitaire, en fait, il y a une fuite grosso modo des riches qui ont les moyens de fuir et en revanche reviennent les plus vulnérables, généralement les personnes les plus pauvres. Si on rétablit cet équilibre, du coup on rétablit les moyens de protection. Donc, parmi ces protections, en fait, il y a deux principaux facteurs, c'est l'environnement général dans lequel vous vivez au travail. Est-ce que c'est en intérieur? Est-ce que c'est climatisé? Est-ce que vous avez justement ce pouvoir de décision? Est-ce qu'au contraire, vous êtes justement un objet à la merci d'une entreprise? Et de l'autre côté, le logement. Vous savez que dans notre travail, on a l'impression d'avoir un impact quand même vachement limité sur nos conditions de travail. Et en fait, c'est pas vrai. On a réussi, à travers justement des crises assez fortes, et tout à l'heure, tu citais l'exemple de la sécurité sociale. En fait, on est sorti de la Seconde Guerre mondiale et on a inventé un système incroyable qui est justement paritaire, qui permet la mutualisation des risques de santé et qui se traduit par l'accès aux soins pour toutes et tous. Mais le changement climatique tel qu'il existe et tel qu'il va s'intensifier nous offre la même opportunité aujourd'hui de se reposer la question de la manière dont on a envie de travailler, de prendre soin les uns des autres, et du coup peut-être permettre à cette égalité de réadvenir. Et puisque l'adaptation, c'est toujours quasiment de la transformation, parce que aujourd'hui, justement parce que le débat il est un peu confisqué par de la technique, par le fait de A égale B, donc du coup c'est bon, on peut régler la question comme ça, végétalisation du truc, indice de chaleur urbain il est baissé, on est tranquille. Alors que c'est une réalité beaucoup plus complexe, et le changement climatique trouve des réponses dans les sciences sociales, et donc du coup dans la politique, et donc du coup dans le renforcement d'un système démocratique. Et par conséquent, on peut aussi le faire en entreprise, donc je rejoins ce que tu dis, et au niveau plus général, en fait, de redonner les moyens aux personnes, donc de mieux répartir les richesses de manière générale, et aussi pour vraiment concrètement accepter la non-productivité, accepter aussi les angoisses, l'anxiété. Et je trouve qu'il y a aussi une responsabilité qu'une entreprise peut endosser, c'est celle, et d'ailleurs c'est le droit du travail qui le dit, d'être responsable de la santé psychologique des travailleurs. Le problème, c'est que aujourd'hui, les travailleurs sont quand même affectés. Et qu'il y a une étude de la Croix-Rouge, d'ailleurs de l'année dernière, qui montre qu'après un aléa climatique, 20 à 50% des personnes sont affectées par des troubles psychologiques qui peuvent aller d'une anxiété ponctuelle à une dépression chronique. Il suffit de le voir dans les régions dans lesquelles des catastrophes se sont passées pour le constater. Sur la vallée de la Vésubie, maintenant, il y a un caractère presque identitaire de cette vallée par rapport à cette catastrophe qui a eu lieu il y a 6 ans. Et il y a un espèce de souvenir mythique de la catastrophe, quoi. Et ça, on n'est pas assez au clair sur à quel point ça affecte les travailleurs et travailleuses quand ça se passe dans le monde de l'entreprise, etc. Et je pense que les entreprises ont une responsabilité d'accompagner, de veiller à ce bien-être, que ce soit par de l'accompagnement psychologique systématique ou ponctuel, ou au moins de l'offrir, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est complètement sous-évalué et qui pourtant pourrait être largement amélioré. Oui, je pense qu'au niveau des entreprises, il y a énormément de choses à faire. Tu parlais effectivement de prendre plus soin en fait, des impacts psychosociaux que peuvent revêtir ces impacts du changement climatique sur les travailleurs, travailleuses. Ça, c'est une chose, créer des espaces, pourquoi pas offrir des espaces aussi de thérapie, pour parler, ou des groupes de parole, pour parler aussi de ces impacts. Après, il y a aussi, au niveau même stratégique des organisations, il y en a évidemment qui commencent à s'en emparer, mais des plans d'adaptation, je trouve ça fou qu'il n'y ait pas davantage d'entreprises, et de grandes entreprises notamment, qui réfléchissent pas de manière systémique au niveau de leur organisation, en impliquant des collectifs de travailleurs et de travailleuses, aux transformations nécessaires pour l'entreprise. On ne parle même pas de contribution à une cause commune qui serait de l'ordre de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. C'est vraiment parfois des enjeux vitaux. Justement, dans le documentaire que je citais précédemment, il y avait l'exemple d'une entreprise de cosmétiques qui disait nous, nos cosmétiques, on les produit beaucoup à base d'eau et avec des plantes qui sont extrêmement menacées sur notre territoire par le changement climatique. Donc ça remet vraiment en question la viabilité de notre activité. Donc il va falloir
devoir trouver des solutions pour s'adapter, il se trouve que voilà, les personnes qui travaillent pour ces entreprises, c'est les premiers concernés pour savoir du coup qu'est-ce qui va manquer, qu'est-ce qu'il faut transformer. Il y a vraiment un enjeu stratégique pour ces organisations à penser la suite avec les personnes qui sont concernées. Et puis, en plus, dans certains cas, alors pas toujours, mais il y a des co-bénéfices, quoi. Je veux dire, ça va parfois permettre de réaliser qu'on peut économiser de l'argent sur telle ou telle pratique, qu'on va pouvoir, se développer sur tel marché. Ou améliorer les conditions de travail. Ou améliorer les conditions de travail. Et ce qui permet aussi, là je pense au niveau des entreprises, aussi peut-être d'attirer davantage de personnes, parce qu'on se dit, ah ouais, cette entreprise, elle prend vraiment en compte nos besoins. Enfin voilà, il y a des choses à faire et je pense que c'est un rôle essentiel pour les boîtes, à la fois un devoir moral, je dirais, mais aussi même dans leur propre intérêt. Et là-dessus, pour finir, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui est dans son boulot et qui a envie de porter ces sujets-là, mais qui ne sait pas par où commencer ? Peut-être quelque chose, justement, tu l'as évoqué tout à l'heure, ce qui fait baisser l'éco-anxiété, c'est l'action collective. Mais du coup, et on a évoqué du coup le fait que cette action collective pouvait du coup nous emmener vers une fuite en avant qui conduit vers un épuisement psychologique. Et le problème, c'est que les entreprises sont généralement quand même pas des lieux, c'est des lieux où on passe énormément de temps et où on tisse beaucoup de liens sociaux qui vont bien au-delà du travail. Et je pense que comme chanter dans une chorale, vous inscrire à un club de karaoké ou de pilates ou de végétalisation du quartier ou la copro, etc. En fait, c'est des choses qui marchent aussi en entreprise, dans le sens où une entreprise, c'est un collectif de personnes qui ont besoin de tisser des liens entre elles et eux. Et je pense que une des résiliences de l'entreprise, c'est quand il y a un groupe soudé. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai vachement observé chez Oxfam, c'est qu'il y a carrément un comité d'organisation des fêtes d'Oxfam France qui est le plus développé de loin dans le monde des ONG, je voudrais leur rendre hommage ici, qui permet ça et qui fait que en fait, les salariés sont très soudés. Et c'est vraiment un bonheur d'aller au travail. Et je me dis, c'est aussi une technique d'adaptation, dans le sens où ça permet la robustesse de l'entreprise, parce que ça veut dire que les salariés sont là et sont prêts, justement, à se soutenir les uns les autres. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aussi être une piste très concrète de, en fait, faites des choses ensemble entre salariés, qui ne sont pas nécessairement liées à une lutte, mais qui juste vous unit, et c'est déjà presque c'est déjà de l'adaptation. Je confirme, c'est vrai qu'à Oxfam, c'était vraiment précieux et c'est un peu ce qu'on dit souvent autour de la joie militante, et je pense que c'est important de conserver du plaisir et de la joie collective, y compris quand on s'intéresse à des sujets qui sont durs. Et peut-être pour extrapoler, je demandais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que travailleuse. Après, il y a une solution plus radicale aussi, qui est que si on est en dissonance complète avec son employeur et qu'on voit qu'il ne se passe rien, envisager de partir. Alors, c'est pas toujours facile, mais je veux dire, je pense que ça, c'est aussi une des meilleures façons d'agir si vraiment on se rend compte que son organisation va pas dans la bonne direction. Enfin, je sais qu'il y a quand même pas mal d'initiatives aussi qui peuvent aider à réfléchir à ça. Il y a pour un réveil écologique, donc les jeunes diplômés, surtout de grandes écoles, mais qui réfléchissent à comment bifurquer et ne pas rejoindre des grandes entreprises polluantes. Il y a Shift Your Job, qui est une initiative aussi pour essayer de réfléchir par secteur d'activité, comment en fait on peut rejoindre peut-être d'autres organisations. Ouais. Je pense que faut pas non plus occulter cette option, certes plus radicale, mais pour le coup qui permet, je pense, un très fort alignement personnel. Eh bien, super, on retiendra ça, la joie collective là où on est, et sinon on claque la porte avec joie et fracas aussi. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet épisode. J'étais ravie de faire ce bout de chemin, cette discussion avec vous. Merci encore. Un plaisir partagé, Céline, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et s'il vous a plu, vous pouvez le partager à des proches ou à des collègues. Ce podcast est lié à une enquête pour recueillir des témoignages de terrain. Et vous pouvez la remplir pour raconter ce que vous vivez dans votre métier et peut-être venir bientôt partager votre histoire à ce micro. Si vous aussi, vous transformez votre travail de l'intérieur ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait cette histoire à raconter, n'hésitez pas à m'écrire. Et pour plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne YouTube Meta. À bientôt!